Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'un risque qui nous concerne tous, qui frappe sans prévenir et qui peut bouleverser une vie en quelques secondes. Il s'agit de l'accident vasculaire cérébral, appelé communément AVC, en ces journées mondiales de lutte contre l'AVC. Alors, quels sont les symptômes à identifier? Quels sont les bons gestes à effectuer lorsque l'accident survient et comment se répare-t-on? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La Santé en Mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir le professeur David Calvé, neurologue à l'hôpital Sainte-Anne. David, bonjour. Alors, l'accident vasculaire cérébral que l'on nomme AVC et que l'on nommera AVC durant cette émission, c'est une maladie grave qui entraîne un déficit neurologique lié à des lésions cérébrales d'origine vasculaire. On va rappeler quelques chiffres quand même. C'est la 3e cause de mortalité en France. Il touche 140 000 personnes chaque année, dont malheureusement un tiers va décéder. Ce qui veut dire que toutes les 4 minutes, en fait, nous allons avoir un cas d'AVC. David, expliquez-nous concrètement un autre chiffre à rajouter et concrètement, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'on a un incident de telle sorte qui survient? Bonjour à tous. Alors effectivement, l'AVC est une maladie grave, maladie très fréquente, comme vous l'avez dit. En pratique, c'est assez simple. Il y a 2 types d'AVC. Le plus fréquent, l'accident vasculaire cérébral ischémique ou infarctus cérébral. En fait, une artère du cerveau va se boucher et donc il y a une zone du cerveau qui ne va pas fonctionner et qui va rapidement se détruire. Et finalement, le temps presse parce que si on peut déboucher le vaisseau qui se bouche, on va pouvoir récupérer une partie du cerveau qui est en train de souffrir, qui n'est pas encore détruit. Sinon, malheureusement, la zone qui est en train de souffrir va finalement s'étendre et on va avoir des séquelles possiblement irréversibles. Et puis, il y a également l'hémorragie cérébrale. Là, le mécanisme est différent puisque c'est plutôt la rupture d'un petit vaisseau, mais qui malheureusement fera un peu les mêmes dégâts avec une lésion du cerveau et donc des anomalies derrière et effectivement un déficit neurologique qui variera en fonction de la zone du cerveau qui souffre. Parce qu'on parle de plusieurs millions de neurones qui sont détruits à chaque minute en fait où l'AVC n'est pas pris en charge, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Dans l'ischémie cérébrale, on estime qu'une minute de perdu dans la prise en charge, c'est quasiment 2 millions de neurones de perdus, ce qui donne une idée assez précise de l'urgence que ça représente. Alors David, dites-nous, quels sont les signes d'alerte à surveiller pour suspecter justement l'apparition d'un AVC? Alors les signes sont assez variables, ce qui fait la difficulté de la prise en charge de la maladie, l'intérêt quand on est neurologue, la diversité des signes, mais globalement, je pense que pour le grand public, il faut communiquer sur des signes assez simples. Lorsqu'il y a une perte de fonction, quelle qu'elle soit, surtout si elle touche la moitié du corps, la perte de force d'un côté du corps, la perte de sensibilité, la perte du langage, la perte de vision ou d'un œil ou du tout le champ visuel. En quelques minutes, en quelques secondes? Rapidement, en quelques minutes, effectivement, c'est quelque chose qui s'installe de façon soudaine. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Dès qu'il y a ce déficit soudain, il faut suspecter l'AVC et déclencher tout ce qui est nécessaire derrière. Et donc le premier geste, c'est quoi? C'est appeler le 15? Oui, le premier geste, effectivement, il faut être extrêmement simple, c'est faire le 15. Si la personne est allongée, elle reste allongée, sinon on l'allonge et puis on fait le 15 immédiatement. Alors j'ai envie de vous demander, il y a des facteurs de risque qui prédisposent justement à cette maladie ou... Oui, il y a des facteurs de risque. Finalement, ce sont les facteurs de risque vasculaires assez simples qui expliquent la très grande majorité des AVC finalement. L'hypertension artérielle en premier lieu, vraiment, ça c'est un facteur de risque majeur. Le cholestérol, l'obésité, le surpoids, la sédentarité, le diabète, tout ça c'est facteurs de risque assez classiques finalement qui expliquent la très grande majorité des AVC. Il y a des populations particulières, un âge, parce qu'on le verra en deuxième partie d'émission, justement quelqu'un d'hors norme qui a eu un AVC à l'âge de 29 ans, mais est-ce qu'il y a des courbes là-dessus qui fait qu'on peut se reconnaître? Malheureusement, l'AVC n'épargne personne. Il y a des AVC qui surviennent chez les gens jeunes, même chez les enfants, mais néanmoins, le principal facteur de risque, c'est quand même l'âge. Alors, on insiste beaucoup sur les facteurs de risque modifiables. On parle de pression artérielle, de cholestérol, etc. Mais les facteurs de risque non modifiables, et le principal, c'est l'âge, effectivement. Plus on est âgé, plus on a de risques de faire un AVC. C'est aussi pour ça qu'on s'attend à de plus en plus d'AVC dans les années à venir. Alors, dans la santé en mouvement, on parle beaucoup de prévention. Concrètement, si vous aviez 3 conseils en termes de prévention à partager avec nos auditeurs. Alors, ça, c'est des conseils qui s'adressent à tout le monde pour prévenir l'AVC, pour prévenir toutes les maladies vasculaires au sens large. Effectivement, déjà l'alimentation, on dit ça assez simplement, la pression artérielle à mesurer, c'est finalement 2 points de pression artérielle en plus, on double le risque d'AVC. C'est assez simple, c'est assez parlant. Quelqu'un qui a 13, à peu près 2 fois plus de risque de faire un AVC que quelqu'un qui a 11 de pression artérielle. Donc c'est pareil pour le cholestérol, il n'y a pas de limite, vraiment, plus le cholestérol est bas, moins il y a de risques.
Donc finalement, c'est pareil pour la glycémie, le diabète, avoir une vie équilibrée, une activité physique. Ce sont des choses assez simples, mais qui permettent de maîtriser une grande majorité du risque. Pas pour tout le monde, évidemment, il y a des causes rares, etc. Mais si on parle en population générale, si on fait attention à l'alimentation, le sel, etc., on va prévenir une grande partie des AVC. Alors, une fois que l'incident a eu lieu, il y a 3 types de populations, on l'a évoqué en préparant cette émission. Vous pourriez les rappeler à nos auditeurs. Et justement, quels sont les traitements disponibles une fois que ces incidents sont survenus ? Alors, globalement, si on parle plutôt de l'AVC ischémique, qui est le plus fréquent et là où il y a quand même le plus de ressources de traitement, on l'a dit tout à l'heure, il y a toute une zone du cerveau qui est en train de souffrir, mais qui n'est pas encore détruite. Et donc, si le cerveau est reperfusé, là, on va pouvoir récupérer tout ou partie de la zone qui souffre. Donc là, il y a 2 types de traitements, globalement. Soit un traitement comme un anticoagulant qui est injecté très vite et qui va essayer de dissoudre le caillot. Donc on arrive à l'hôpital là et immédiatement, on n'est plus dans les urgences là, on est dans un service quand même d'hyper-urgence. Normalement, les patients, quand on a fait le 15, sont régulés par le SAMU et arrivent non pas aux urgences, mais directement dans des structures dédiées pour la prise en charge des AVC. Donc une imagerie cérébrale est faite qui va distinguer l'ischémie de l'hémorragie. Le plus fréquent, c'est donc l'ischémie. Et soit on peut donner un traitement qui va essayer de déboucher le caillot et donc récupérer très vite les symptômes, soit si le caillot est accessible par un geste technique, dans ce cas-là, un opérateur va pouvoir essayer d'enlever le caillot, et donc là c'est très efficace lorsque ça peut être fait. Bien sûr, les traitements, c'est les 2 si c'est possible, un seul si on ne peut pas faire les 2. Enlever le caillot, ça veut dire quoi ? Il envoie un cathéter, on va dire. Oui, c'est une forme de cathéter, il faut monter un petit guide dans les vaisseaux pour essayer d'aller attraper le caillot, le capturer, l'enlever. Il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles thérapies un petit peu révolutionnaires dans les années à venir qui vont permettre justement d'aller encore plus loin. Alors, attraper le caillot, comme on a dit, ça s'appelle la thrombectomie. Là, il y a eu des évolutions techniques, technologiques qui permettent d'aller finalement de plus en plus vite, de façon de plus en plus sûre, et attraper des caillots qui sont parfois de plus en plus loin. Donc ça, c'est des évolutions techniques, technologiques qui ont permis de rendre cette procédure sûre, alors qu'avant, elle était trop risquée. Et puis, il y a forcément des traitements. Peut-être que demain, la thrombolyse, je n'ai pas donné le nom, mais comme le super anticoagulant, peut-être que plus tard, il pourra être guidé pour aller directement au caillot. Et puis, il y a des nouvelles stratégies pour la récupération derrière. Alors, si on arrive à faire justement ce soin, donc là, le patient, c'est de l'ambulatoire, il sort rapidement. Les patients qui sont entre les deux, qui vont demander une rééducation, c'est quoi le parcours de soins auquel on va être confronté ? Alors, si on parle d'AVC, vraiment, c'est quand même pas encore de la maladie ambulatoire, puisqu'il faut quand même faire un bilan derrière, identifier la cause pour éviter que ça recommence. Donc il y a 2 urgences, il y a l'urgence de traitement et l'urgence d'identification de la cause pour donner le traitement adapté. Parce qu'on a beaucoup parlé des facteurs de risque, mais il y a une cause qui est directement responsable de l'AVC. Il faut l'identifier, la traiter. Ça, si c'est fait, le risque de récidive est beaucoup plus faible derrière. Et puis, par contre, malheureusement, un certain nombre de patients ont des séquelles et eux rentrent dans un long processus de rééducation. Concrètement, ça peut aller de quelques jours à plusieurs semaines et parfois quelques mois de soins. Un seul conseil à partager avec nos auditeurs, David ? Les conseils, c'est effectivement un déficit qui apparaît de façon soudaine, c'est faire le 15. En cas de doute, faites le 15. Peut-être que le diagnostic sera redressé plus tard, mais mieux vaut faire le 15. Merci beaucoup David Calvé, je rappelle que vous êtes neurologue. Et pour continuer cette émission, on va parler justement innovation, vous l'avez évoqué David, puisque j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Bari, directeur marketing de la société BALT. Alors BALT, c'est une entreprise qui fournit des dispositifs médicaux dans le cadre de la prise en charge de l'AVC. Alors Mohamed, bonjour. Expliquez-nous très concrètement, avec BALT, comment vous apportez une réponse thérapeutique justement à l'incident qu'a évoqué le professeur Calvé. Bonjour Vanessa, tout d'abord merci de l'invitation. Donc BALT, c'est une société qui a été fondée en 1977 et elle a été fondée par monsieur Léopold Plevecki, qui est un ingénieur, suite à sa rencontre avec le professeur Jean-Jacques Merlan, un neuroradiologue interventionnel. Et depuis maintenant à peu près 47 ans, les employés de BALT développent, créent et produisent des dispositifs médicaux qui vont soit permettre de traiter l'accident vasculaire cérébral ischémique, soit permettre de prévenir l'accident vasculaire cérébral hémorragique. Alors expliquez-nous de manière très très visuelle, un de vos dispositifs, comment fonctionne-t-il là ? Alors on parle de différents dispositifs. Dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral hémorragique, on va parler de coil ou de stent. Pour faire simple, c'est des ressorts qu'on va soit placer au sein du sac anévrismal, qui est une des principales Alors on va parler raisons. très très simple, donc c'est comme un petit tube en ressort, on va dire, que vous allez mettre dans le... On va mettre à l'intérieur de l'anévrisme et on va essayer de renforcer l'artère et éviter que celle-ci se rompe et donc entraîne une hémorragie.
On peut placer aussi des stents. Pareil, c'est un tout petit ressort qu'on place à l'intérieur de l'artère. Et l'idée, c'est toujours de renforcer l'artère et éviter la rupture de l'artère. Et dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral ischémique, on vient juste d'en parler. On utilise des dispositifs médicaux qui sont des stent retrievers ou des cathéters d'aspiration. Et le neurologue interventionnel va faire une ponction au niveau de l'artère qui se trouve au niveau de l'aine, l'artère fémorale. On va naviguer à l'intérieur de cette artère jusqu'aux artères du cerveau et on va les traiter, soit la déboucher, soit la renforcer. J'imagine que ces dispositifs ont un coût et qu'on ne les trouve pas forcément partout. Tous les hôpitaux sont équipés, Mohamed ? Alors, oui, ces dispositifs ont un coût. Ils sont pris en charge par la sécurité sociale du fait du bénéfice qu'ils apportent aux patients. On les trouve sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, je pense qu'en France, on est plutôt bien pris en charge concernant la thrombectomie mécanique. Par contre, un point de vigilance, le marquage CE, la réforme du marquage CE et la difficulté d'obtention des remboursements risquent de ralentir légèrement les innovations thérapeutiques. Et voilà, c'est un point de vigilance. On le note, c'est important. Merci beaucoup Mohamed Bari pour la société BALT. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve dans quelques instants pour partager le témoignage bouleversant d'une jeune femme qui a été elle-même victime d'un AVC à l'âge de 29 ans et qui en a écrit un livre pour nous partager son combat. La santé en mouvement, c'est sur Sud Radio et ça continue dans quelques instants. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale AVC, nous avons le plaisir de recevoir une auteure qui signe un ouvrage poignant, dramatique et haletant, intitulé Réparer et paru aux éditions Stock. Je le montre à nos auditeurs qui ont la chance d'avoir l'image. Sarah Bardin, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau. Donc je vais rappeler le pitch très brièvement et vous allez nous commenter tout ça, mais rien ne vous y prédisposait puisque vous avez à l'époque 29 ans et vous êtes une jeune maman de jumeaux et alors vous êtes victime d'un AVC massif. Et au cours d'un parcours rééducatif très lourd, vous avez découvert que vous n'étiez pas un cas isolé d'AVC puisque c'est la première cause de mortalité médicale chez les femmes et la troisième chez les hommes. Et là, vous allez commencer une course, on va dire, contre la montre alors que l'incident survient et tout un parcours qui va faire que vous êtes celle que vous êtes devenue aujourd'hui. Pour commencer, Sarah, j'ai envie que vous nous racontiez cet instant, on va dire, ce moment, le 27 juin 2021, où vous sentez que la vie est en train de vous quitter. Bonjour Vanessa, merci de votre invitation. Je vais vous raconter cette nuit terrifiante, mais il faut un petit peu la recontextualiser pour comprendre à quel point elle est terrifiante. En fait, donc comme vous l'avez dit, cette nuit-là, donc en 2021, j'ai 29 ans et des petits jumeaux qui n'ont pas encore 2 ans. Je n'ai jamais entendu parler d'AVC ni d'AIT avant cette période. Et il s'avère que, par extraordinaire, un de mes très proches a eu un AIT 48 heures plus tôt. Alors un AIT ? Un AIT, c'est un accident ischémique transitoire, donc c'est l'AVC qui, entre guillemets, part tout seul. C'est un signal d'alerte, c'est une urgence absolue qui nécessite aussi qu'on appelle le 15 parce que très souvent, il peut prévenir la survenance d'un AVC, mais ça se résorbe. Voilà, donc normalement, on en sort sans séquelles. Un petit AVC, alors voilà, sans séquelles. Un AVC sans séquelles. Et donc, durant les 48 dernières heures, puisque donc ça intervient le vendredi et on est le dimanche 27 juin, durant les 48 dernières heures, j'ai lu tout ce qui existait sur l'AVC. J'ai absolument tout lu. Et j'ai constaté que il ne touchait pas que les personnes âgées, même si j'ai eu du mal à obtenir de la littérature sur le sujet. Cette nuit-là, je m'endors tôt, je me réveille à 3h du matin avec un gros boom dans la tête, j'ouvre les yeux, la pièce tourne autour de moi, je suis prise d'un vertige terrible, je réveille le père de mes enfants, je lui demande de me l'aider à me lever parce que j'ai la nausée, et donc je veux aller jusqu'à la salle de bain, et sur le chemin de la salle de bain, mes jambes me lâchent, je me mets à vomir du sang, je m'allonge par terre parce que je suis en eau. Et pour ajouter un petit peu de drama, en plus comme il fait très chaud, on est le 27 juin, je suis nue. Donc je suis nue au milieu de tout ce sang, en train d'agoniser. Et je dis au père de mes enfants, je suis en train d'avoir un AVC. Et là, en fait, il a du mal à vous croire et à vous entendre. Il ne me croit pas. Il ne me croit pas du tout. Et comme j'ai lu tout ce qui existait sur la question, donc pendant les 48 dernières heures, je sais qu'une minute, c'est 2 millions de neurones perdus. Je suis de nature assez impatiente, mais un petit peu plus à ce moment-là. Et je lui dis, écoute, appelle véritablement les secours immédiatement, je sens du sang couler dans ma nuque. Et là, il s'écoule quoi ? 2 heures pendant lesquelles, en fait, vous n'appelez pas le 15 et vous êtes en train de souffrir, de ne pas savoir ce qui se passe. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il met ses doigts sous ma nuque, il me montre ses doigts, il me dit non, tu saignes pas.
Et donc, il ne me croit pas. Et c'est accentué par le fait qu'il est un peu plus âgé que moi et que lui se pense invincible parce qu'il est quand même jeune. Et moi, d'autant plus parce que je suis un peu plus jeune que lui. Donc, il n'appelle pas. Il s'écoule en effet 2 heures où je reste allongée sur le carrelage de ma salle de bain à attendre les secours. Alors là, pourquoi avec le recul, cette maladie, elle est incomprise? On se dit qu'à 29 ans, c'est pas possible justement d'avoir un AVC. C'est quoi dans la culture? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on se dit qu'à 29 ans, il est impossible d'avoir un AVC, d'autant plus que, comme je le disais, on avait fait des recherches pendant les 48 dernières heures, que je ne présentais aucun des symptômes qu'on peut imaginer dans le cadre d'un AVC, que je n'avais aucun des facteurs de risque qu'on a pointés en première partie d'émission, et que donc c'était impossible. J'avais une vie saine, j'étais sportive, un rythme classique de maman de jumeaux, même si c'est un peu soutenu, voilà. J'avais aucune raison d'avoir ça. Donc là, le 15, les équipes du 15 arrivent finalement, et là, vous vous réveillez dans un box de réanimation. Hein, vous êtes, vous le dites, un prisonnière de votre corps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans votre tête quand vous vous réveillez? Vous avez la notion de quoi et vous n'avez plus la notion de quoi? Alors, au moment où je me réveille, je n'ai plus de souvenirs, même si j'en ai. Ils sont revenus. Je sais que ce sont les pompiers qui sont intervenus, que j'ai été transférée dans un premier hôpital, puis dans un second, où il y avait donc ce service spécialisé dont on a parlé, qui s'appelle une unité neurovasculaire. J'ai été opérée, j'ai eu une craniectomie, donc c'est-à-dire qu'on m'a enlevé un bout d'os, j'ai eu une ablation d'une partie du cerveau, j'ai eu une pose de DVE, donc c'est de la plomberie, c'est un tuyau qui permet au liquide de s'écouler en dehors de la partie qui était bouchée me concernant. Et je me réveille en effet dans ce box de réanimation, totalement prisonnière de mon corps, incapable de bouger le moindre orteil, le moindre doigt, et incapable de parler. Et ce qui était accentué en plus par le fait que comme j'avais une intubation, si vous voulez, j'étais véritablement... il n'y avait que mes yeux qui bougeaient, et puis il n'y avait personne dans le box en plus, donc j'ai été prise de panique. Et là, vous êtes capable de vous dire quoi à ce moment-là? C'est fini, ça continue, mes jumeaux, vous pensez à quoi? Alors, ma toute première pensée, c'est je veux mourir. Parce que si vous voulez, je n'avais absolument aucune notion du temps. Je ne savais pas combien de temps j'avais passé dans le coma. J'avais la sensation d'avoir été amputée de quelque chose, mais je ne savais pas bien de quoi et pourquoi je ne pouvais rien bouger. Donc au moins comme ça, c'était réglé. Je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là. Et je me suis mise à être obsédée par la question de la date. Parce que je l'ai directement corrélée à l'âge de mes petits jumeaux, en me disant, si les garçons ont encore besoin de moi, dans le sens où s'ils sont encore à cet âge de dépendance absolue, évidemment que ça vaut le coup de se battre. Si en revanche, ce sont des hommes, moi, je ne veux pas leur offrir une vie où ils vont s'occuper de leur maman toute leur vie, prisonnière de son corps. Avec le recul, parce qu'on peut en parler maintenant, c'est peut-être beaucoup moins tabou, vous avez le sentiment d'être une autre aujourd'hui par rapport à celle que vous étiez avant? Le professeur Calvé expliquait tous les symptômes, vous les expliquez également. On enlève une partie du cerveau. Vous avez vécu quand même un drama interne. Vous êtes une autre, Sarah? Je suis complètement une autre, mais je préfère celle que je suis aujourd'hui à celle que j'étais par le passé. Alors, expliquez-nous un peu le parcours que vous allez entamer à partir de ce moment où vous commencez à prendre conscience un peu de tout l'environnement, peut-être même de la date. C'est un parcours du combattant. Il dure combien de temps? C'est un parcours extrêmement long, parce que moi, j'ai tout eu. J'ai fait un strike, donc j'ai eu la réanimation, j'ai eu les soins intensifs, le centre de rééducation, puis l'hospitalisation de jour et la rééducation libérale. Le tout ayant duré 2 ans. Voilà, tout inclus. Donc c'est un parcours extrêmement long qui est assez inégal et qui en plus est assez démoralisant puisqu'en fait vous faites l'essentiel de vous recouvrez l'essentiel de vos capacités dans les toutes premières semaines. Et donc en fait vous allez récupérer 90% de vos facultés dans les 3 premiers mois et ensuite sur l'année et demie qui va rester, vous allez récupérer au fur et à mesure un petit pourcent. Donc c'est assez décourageant. En faisant quoi? C'est quel type de rééducation? C'est du sport? C'est de la... Alors moi en fait c'est mon cervelet gauche qui a été atteint, donc c'était surtout, il était question d'équilibre et de coordination, donc j'ai eu beaucoup de kiné, beaucoup d'ergothérapie. Je savais plus parler, donc j'ai eu évidemment beaucoup d'orthophonie. J'ai eu un gros suivi psy parce que c'est quelque chose quand même, ce genre d'événement. Donc j'ai eu une rééducation hyper complète, extrêmement complète, qui prenait toute la journée. Alors, on vous connaît pas, mais comme vous êtes quelqu'un d'impatient, vous l'avez dit tout à l'heure, et d'assez déterminé, vous allez avoir cet acte un petit peu unique à dire, maintenant j'ai envie de m'en sortir, je rejette toutes les aides qu'on peut me proposer parce qu'elles sont faites pour les autres, et je veux maintenant avancer pour ne plus être dans ce statut. Expliquez-nous un peu la posture que vous avez défendue à ce moment-là, parce que c'est très fort. Alors, c'est justement pas une posture facile à défendre, parce qu'en fait, je suis évidemment pas contre les aides, je suis même hyper favorable aux aides, et je considère que
les patients n'ont pas suffisamment d'aide et ça ne sera jamais suffisant. En revanche, me concernant et au regard de mon tempérament, donc je parle vraiment de mon cas très particulier, j'ai souhaité tout arrêter parce que j'ai considéré que j'allais m'enfermer dans un système où s'il y avait des facilités qui m'étaient offertes, j'allais avoir tendance à aller vers ces options-là parce que c'était tellement dur. Réapprendre à marcher à 30 ans, alors je me souviens plus de la première fois où j'ai appris à marcher lorsque j'avais 1 an, mais réapprendre à marcher à 30 ans est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc tout est compliqué. Donc je me suis mise en position encore plus de difficulté en me disant que j'allais essayer de tirer tout ce que j'avais au fond de moi. Vous dites aujourd'hui que vous êtes une autre. On imagine qu'un accident comme celui-ci vous donne envie de mener un combat peut-être par rapport à vous-même, par rapport au système. Aujourd'hui, vous avez un combat justement, vous qui avez vécu cette épreuve. C'est évidemment celui de la prévention, puisque je considère que si je suis en vie, c'est parce que j'ai bénéficié de cette sensibilisation 48 heures plus tôt. À ce moment-là, j'étais dans un tourbillon du quotidien. On peut l'imaginer d'ailleurs facilement. Jeune maman de 2 petits jumeaux, grand préma de 22 mois, j'étais occupée. Si j'avais pas été sensibilisée comme j'ai été sensibilisée par l'AIT de ce proche 48 heures plus tôt, je suis pas sûre que j'aurais eu les réflexes qui finalement m'ont sauvée. Donc mon combat est évidemment celui de la prévention. J'aimerais faire entendre ma voix, j'aimerais que tout le monde sache que ça peut arriver à tout le monde, que tout le monde ait le réflexe de penser à l'AVC, parce qu'on sait que plus rapide et plus spécialisée la prise en charge est, et meilleur est le pronostic en fait. Concrètement, si vous avez un vœu à exhauster, ce combat, vous voulez le mener jusqu'où? Une journée nationale Il y a même une journée, la journée internationale existe, mais évidemment, j'aimerais qu'on aboutisse à une campagne de santé publique. Je trouve aberrant, stupéfiant, sidérant qu'on ne nous martèle pas toute la journée à la télé, à la radio, dans les journaux, que l'AVC est la première cause de mortalité féminine, qu'elle touche tous les âges, que même les enfants sont touchés, qu'une femme sur 4 aura un AVC dans sa vie, une femme sur 4, qu'il faut appeler le 15, qu'on sait que 80% des AVC pourraient être évités si les facteurs de risque étaient identifiés. Sarah, pour conclure, on a envie de vous demander en une poignée de secondes comment vous allez aujourd'hui. Je crois que je vais très bien. Je suis ravie de porter ce combat. Je me sens d'autant plus légitime que l'AVC est une cause qui fait que la lutte contre l'AVC est une cause qui fait peur, parce que très souvent les victimes qui prennent la parole présentent des bilans séquelaires lourds et donc ça les rend plus difficilement entendables, parce qu'elles font un petit peu peur malheureusement, et que vient s'ajouter à cette peur le manque d'information, le fait que comme ça touche le cerveau, c'est pas tangible, ça reste abstrait pour la plupart des gens. Donc si vous voulez, c'est multifactoriel et il y a un cumul qui fait qu'on n'en parle pas, qu'on ne veut pas en parler, qu'on veut l'occulter, ce que je comprends très bien. Hein. Même moi, quand je regarde des photos de moi à l'époque, j'éteins le téléphone, je le pose et je passe à autre chose. Mais je vous rassure, la couverture de ce livre où vous êtes en première page est magnifique. Merci. Et on salue le photographe Alex qui l'a réalisé. Réparer, Sarah Bardin, aux éditions Stock. Je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre. David, Mohamed, Sarah, un grand merci. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.